L'affaire Koutcherenko. On a parfois évoqué ces étranges disparitions subites, ces pertes d'équilibre, ces étourdissements fatals, et j'en passe, de hauts dignitaires et d'oligarques russes depuis le début de cette guerre. Mais que dire du cas de ce vice-ministre, très jeune, en bonne santé apparemment, qui revenait d'une visite à Cuba et qui, en quelques heures, s'est trouvé pris d'un malaise et qu'on n'a pas pu ranimer. Étrange, vous avez dit étrange. Voyons d'abord de quoi il s'agit, ce qui s'est passé précisément. Voici les indispensables avec Lucille de Villers. Bonsoir Lucille. Bonsoir David, bonsoir à tous. D'abord, qui est cet homme ? Le voici, Piotr Koutcherenko, 46 ans. Il est le vice-ministre russe des sciences et de la formation supérieure. Il fait donc partie officiellement du gouvernement depuis 2 ans et demi. Pour la petite histoire, il est aussi le mari de la chanteuse Diana Kourtskaya, chanteuse pop géorgienne qui a représenté son pays à l'Eurovision en 2008, mais qui est résidente russe depuis longtemps. Poutine lui a même décerné en personne le prix de l'artiste émérite de Russie, l'un des prix d'État les plus élevés du show business russe. Alors qu'est-il arrivé à Piotr Koutcherenko ? Eh bien, la semaine dernière, le vice-ministre est en visite officielle sur l'île de Cuba. Il fait partie d'une délégation russe en voyage d'affaires. Sur place, il est accompagné du vice-premier ministre Dmitry Tchernychenko et d'un autre fonctionnaire. Au programme, par exemple, visite de l'université de La Havane. On le voit d'ailleurs ici, en costume bleu clair, aux côtés du ministre cubain de l'Éducation. Il semble en pleine forme. C'était jeudi dernier. Le samedi matin, Koutcherenko repart. La délégation embarque à bord d'un avion de ligne, l'Ilyuchin, la flotte présidentielle russe, direction Moscou. Après 11 heures de vol, l'avion fait une première escale à l'aéroport de Casablanca, au Maroc, puis repart. Et c'est là que tout bascule. Piotr Koutcherenko tombe subitement et mystérieusement malade. Son état est suffisamment grave car le pilote de l'avion va changer de trajectoire et se dérouter vers ce petit aéroport au sud de Minalrini-Vody, à 1500 km au sud de Moscou. À bord, Koutcherenko a déjà perdu connaissance. Le personnel de bord tente de le réanimer. L'avion atterrit en urgence et une équipe médicale monte aussitôt à bord. C'est trop tard. Koutcherenko est mort. Il n'a pas survécu. Est-ce qu'on a des indications sur les causes de sa mort ? Officiellement, selon le communiqué de son ministère, Piotr Koutcherenko est tombé malade dans l'avion dans lequel la délégation russe revenait donc d'un voyage d'affaires à Cuba. Les médecins ont tenté de l'aider, mais ils n'ont pas réussi à le sauver. Nous offrons nos plus sincères condoléances à sa famille et ses amis. Autrement dit, aucune information sur les causes de sa mort. Les médias russes, eux, évoquent un problème cardiaque et indiquent qu'un examen précis aura lieu ce mercredi. Un problème cardiaque. C'est vrai que souvent, quand on meurt, c'est un arrêt du cœur. Bon, passons. Avait-il, d'une manière ou d'une autre, pris ses distances avec le Kremlin ? Il ne l'avait pas fait publiquement, mais il avait de toute évidence émis des critiques lors d'une conversation privée. C'est ce que rapporte l'un de ses amis, le journaliste Roman Super, aujourd'hui exilé et qui avait pu s'entretenir avec lui juste après le début de la guerre. Il avait qualifié l'invasion de l'Ukraine d'invasion fasciste. Roman Super rapporte même lui avoir certifié que lui-même allait quitter la Russie. Sauvez votre vie et celle de votre famille, lui dit le ministre. Partez dès que vous le pouvez. Vous ne pouvez pas imaginer le degré d'abjection de notre État. Roman Super lui répond: vous ne voulez pas vous en sortir, c'est impossible. Il nous retire nos passeports et aucun pays ne voudra d'un vice-ministre russe après ce moment-là. Avant d'ajouter: je prends des antidépresseurs et des tranquillisants en même temps par poignée et ça n'aide pas vraiment. Je dors à peine, je me sens très mal. Nous sommes tous pris en otage, personne ne peut faire le moindre bruit. Va vite, Roman. Alors à la lumière de cette conversation, donc de ces propos en privé, mais souvenons-nous, et on en a fait état ici même, comment des conversations entre dignitaires, entre oligarques, hommes d'affaires ont été écoutées, espionnées, et dont on a eu des comptes rendus publics. Vous vous souvenez de ces conversations ? On en a souvent parlé. En tout cas, à la lumière de cette conversation, les cas d'empoisonnement les plus retentissants reviennent en mémoire.
Oui, on se souvient d'abord de celui d'Alexeï Navalny, l'opposant numéro 1 de Vladimir Poutine. C'était lors d'un séjour en Sibérie. Il avait enregistré un agent du FSB à son insu qui avait alors révélé la méthode du poison appliqué en surface sur les vêtements et déposé au niveau des coutures. Les proches de Navalny ont aussi suspecté une autre tentative d'empoisonnement à l'aéroport de Sibérie. Toujours, il raconte avoir bu un thé en attendant un vol pour Moscou. C'est immédiatement après le décollage de l'avion qu'il a ressenti ses premiers malaises avant lui aussi de perdre connaissance à bord. On se souvient également du turbulent Abramovich, l'ex-président du club de foot de Chelsea. Il jouait les médiateurs entre la Russie et l'Ukraine il y a un an à Kiev. Sur place, il s'est senti mal et c'est l'un de ses proches qui raconte que les symptômes sont intervenus juste après avoir mangé du chocolat et après avoir bu un simple verre d'eau. Autrement dit, l'imagination en cette matière-là est au pouvoir. Merci Lucille. Commentaire. Évidemment, personne n'était dans le secret de ce qu'a pu avaler, toucher ce vice-ministre juste avant de monter dans l'avion. Mais les circonstances, le caractère subi, est-ce que ça vous inspire un commentaire, Antoine ? C'est vrai qu'immédiatement, on fait l'analogie avec ce qui s'est passé pour Alexeï Navalny, qui a eu exactement le même problème, subitement de se sentir mal dans un avion. Et là, c'est très difficile de faire appel à des services médicaux rapidement. Et donc, c'est vrai que c'est il s'en est sorti d'extrême justesse. Il s'en est sorti d'extrême justesse parce que sa femme a insisté, parce qu'il y a eu un diagnostic, parce qu'un hôpital allemand avait réagi immédiatement. Donc là, ça n'a pas été le cas. Et quand on voit son profil, on voit que c'est quelqu'un déjà qui est d'origine ukrainienne. Kucherenko, c'est un nom ukrainien. Sa femme d'origine géorgienne, qui en plus a fait des études de droit et qui, dans ses responsabilités précédentes, était en charge de la constitution russe, du comité en charge de vérifier que la constitution était conforme. Donc c'est un intellectuel, c'est un universitaire. Là, il était vice-ministre des questions de l'enseignement supérieur. Évidemment que c'est une cible pour le gouvernement russe de voir que c'est forcément quelqu'un qui ne peut que s'opposer. Donc il a été suivi. Et donc... pour vous, évidemment, il y a un doute, mais il est faible quant à ce qui s'est passé réellement. Exactement. C'est-à-dire que j'ai aucune preuve, mais il y a un faisceau d'indices qui font penser que aujourd'hui, puis quand en plus il dit à ce journaliste que nos passeports sont gardés par l'État russe, c'est la réalité. Oui, c'est la réalité. Ça a été une décision qui a été prise assez rapidement après l'extension de la guerre. Ça veut dire les fonctionnaires de l'État russe sont des esclaves. Ils peuvent pas circuler comme ils veulent. Ils doivent demander l'autorisation au Kremlin pour partir à l'étranger et donc ils sont comme manipulés. Ils n'ont aucune liberté. Donc ça montre le degré de renforcement d'un État dont Timothy Snyder a dit, il faut le dire, c'est un État fasciste. Vous dites État fasciste. Moi, je le dis parce que Timothy Snyder a été très convaincant dans le papier qu'il avait publié dans le New York Times au mois de mars 2022, où il avait dit les États fascistes ont des cultes des morts. C'est ce qu'on voit aujourd'hui avec la Russie dans son culte du 8 mai 1945. Les États fascistes n'ont pas de corps intermédiaire, mais dirigent directement de façon verticale. Les États fascistes s'appuient sur la propagande. La Russie coche toutes les cases. Et donc, il faut le dire, c'est un État fasciste. Et les Ukrainiens ont utilisé une nouvelle expression, c'est un État rachiste. Et donc, ça a même été maintenant protégé par la Rada ukrainienne comme concept. Il faut comprendre une sorte de fascisme à la russe. Ça s'appelle rachisme. On va entendre beaucoup parler de ce concept. Et là, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est l'exemple typique de ce rachisme. Alors, sur le cas Kucherenko, Vincent, qu'est-ce que ça vous inspire ? On s'inscrit dans le registre classique de la suspicion légitime, pour toutes les raisons qui ont été évoquées par Lucille et à l'instant par Antoine. J'observe également que entre ciel et terre, il se passe beaucoup de choses. Donc ce vol Cuba, retour à Moscou, on le rappelait, Navalny, lui, s'apprêtait à rallier Moscou au départ de la Sibérie et le premier malaise, il les ressent dans la salle d'embarquement. Je remarque aussi que la notion de conversation privée est hautement aléatoire. Car les confidences qu'il fait à Roman Super, donc ce confrère désormais exilé, il est dans son bureau du ministère.
Ministère donc de la science et de l'enseignement supérieur. Ah oui, c'est pas au téléphone. Non. D'après le récit qui en a été fait par l'intéressé, il le recevait de temps à autre pour des conversations à bâton rompu dans le ministère. S'il y a un endroit où vous êtes surécouté, c'est très vraisemblablement dans votre bureau de ministre. Donc, à mon avis, les services réputés compétents savaient précisément ce qu'ils pensaient de cette agression militaire. Et peut-être, comme le disait Antoine, que son profil, ses origines prédisposaient naturellement l'espionnage de cet homme-là. Alors, avec une toute petite nuance sur la trajectoire, le cursus de son épouse, donc qui est effectivement cette Diana Gourtskaya, une chanteuse populaire vénérée, donc aveugle de naissance, ce qui explique les lunettes noires dont elle est toujours pourvue. Pour l'anecdote, elle représente la Géorgie, qui est son pays d'origine, double nationalité désormais. En 2008, elle fait 11e, mais cette année-là, la première est une Russe qui s'appelle Dima Bilan, et la deuxième une Ukrainienne qui s'appelle Annie Lirak. Et pour l'anecdote aussi, le titre de cette chanson, qui lui vaudra la 11e place, Peace will come, la paix viendra. Bon, plus sérieusement et moins anecdotiquement, indépendamment des cas qui ont été évoqués ici, Navalny, rappelons aussi quand même Sergueï Skripal, ex-agent double, d'abord KGB puis service britannique, sa fille Yulia, qui échapperont l'une à l'autre, Novichok, donc cet agent neurotoxique. Je souhaite aussi rappeler le cas de Alexander Litvinenko. Lui, c'est du polonium, empoisonnement. Viktor Yushchenko, l'ancien président ukrainien, dont on se souvient le visage grêlé. Présomption très forte de dioxine. Vous voyez, toute la palette s'y trouve. Et donc, je veux dire, nous n'avons pas ici des éléments factuels qui nous permettent d'être péremptoires. Soyons prudents. Et tout arrive, y compris des accidents cardiaques. Mais très franchement, quand vous alignez toutes les planètes de cette galaxie-là, vous vous dites qu'encore une fois, la suspicion légitime est le registre pertinent. Valéria, est-ce que ce serait d'une certaine manière l'objectif de la terreur, la stratégie de la terreur ? Toute personne qui doutera, toute personne qui émettra un avis contraire à la doxa, même en privé, ce sera su et ce sera puni. C'est déjà le cas. Ça a toujours été le cas en Russie. Et c'est ça qu'il faut entendre, c'est que sous le régime communiste en URSS, c'était le cas. Vous pouviez être envoyé au goulag parce que vous avez enroulé votre sandwich de déjeuner dans un journal avec la photo du chef suprême communiste. Donc, la terreur a toujours été et elle reste encore en Russie. Poutine utilise les mêmes ressorts, même s'il renie de temps en temps l'héritage communiste, parce qu'il dit quand on a attribué la Crimée, c'était arbitraire et on n'aurait jamais dû le faire. N'empêche qu'il utilise exactement les mêmes ressorts, c'est-à-dire qu'il y a une répression permanente de la parole publique. On n'a pas droit de penser librement. Le privé n'existe pas. On est dans une dictature, donc il n'y a pas de sphère privée. Tout est public par définition et à tout moment, si vous n'êtes pas sur écoute, vous pouvez être dénoncé par le voisin. La dénonciation est récompensée en Russie, il ne faut pas l'oublier. Et ça, depuis longue date aussi. Donc si vous dénoncez votre voisin pour des propos ou des comportements dits illicites, ou en tout cas qui pose question, c'est plutôt... en tout cas, l'État est favorable à ce genre de comportement. Donc, faire taire des gens qui pouvaient potentiellement être la graine du doute est aussi une habitude. On vient de l'évoquer sur ce plateau. Maintenant, on ne peut rien affirmer à ce stade. Il y a eu quand même 11 heures de vol entre Cuba et Casablanca avant qu'ils déclenchent les symptômes. Contrairement à tous ceux qu'on a décrits comme cas tout à l'heure, c'était plutôt immédiat et pas autant d'heures après. S'il a dit à son collègue Romain qu'il prenait par poignée des antidépresseurs, ça aussi, c'est pas anodin pour la santé physique et mentale de quelqu'un. Donc, on ne peut que présumer. Mais effectivement, le faisceau d'indices indique que potentiellement, il pouvait déranger. À la place où il est en plus, il est en lien direct avec les penseurs, les enseignants, le monde intellectuel russe. Il y en a beaucoup qui ont fui, beaucoup se taisent aussi, mais n'en pensent pas moins.
Donc, il est aussi un agent potentiel de diffusion d'informations qui n'arrange pas du tout l'État russe. Donc, tout ça fait mis bout à bout, fait qu'on peut tout imaginer. Il y a eu un documentaire remarquable récemment sur Arte, Les poisons de Poutine, Jennifer Deschamps. Et c'est vrai que ça expliquait comment le poison était même une stratégie russe, y compris une stratégie pour éprouver la résistance des pays occidentaux lorsque ça se produisait sur le sol occidental. Et certains des cas que vous avez évoqués le rappellent. En tout cas, cette idée que c'était un geste profondément politique d'une certaine manière. Pierre, je ne sais pas si sur ce cas précis, le militaire que vous êtes aussi a une analyse... Non, rien de plus par rapport à tout ce qui a été dit d'une pertinence parfaite. Quelques points. Un, l'histoire des passeports confisqués a été confirmée par le capitaine en charge de la sécurité des communications et des systèmes informatiques du président Poutine lors de ses déplacements. Il a expliqué effectivement que les passeports de toutes les personnes ayant un rôle un peu sensible étaient confisqués de façon à ce qu'elles ne puissent pas passer à l'ouest, pour reprendre une vieille expression. Donc là, le fait qu'il ait évoqué ça donne un facteur supplémentaire de crédibilité par rapport à son propos. Ce qu'on peut penser également, c'est que le régime... là, c'est un capitaine qui a fait défection, qui a pu donner des informations sur l'environnement, la psychologie de Poutine, les différents bureaux, etc. Et puis d'autres choses que l'on ne connaît pas, qu'il a certainement dit aux services de renseignement occidentaux. Et la crainte du régime, comme à l'époque soviétique, c'est d'avoir des défections à haut niveau. Et même si ce ministre était un vice-ministre, plutôt dans un domaine donc, scientifique, pas dans les affaires étrangères, la défense, etc., n'empêche que, appartenant à l'équipe gouvernementale, ayant des éléments d'information par capillarité ou directement par rapport à Poutine, il ne faut absolument pas que ce type de personnage puisse fuir ou faire des confidences à des journalistes. Donc, évidemment, tout ça fait un ensemble. Crée un cadre qui donne du sens. Il faut rappeler encore une fois que le piégeage, la façon dont Navalny piège les agents du GRU qui ont mis le poison dans son slip, c'est-à-dire il se fait passer pour une autorité supérieure à ses agents et il les appelle et il leur tire les verres du nez, c'est confondant. Confondant. D'abord parce qu'ils sont d'une sottise absolue, puisqu'ils se font berner. Ils se font avoir. Voilà, et ils révèlent la façon dont ils ont procédé. Donc, je veux dire, ça vous dit quand même un peu le mode de fonctionnement. Et sur le régime fasciste, je rejoins complètement ce qu'a dit Antoine. Jean-François Colosimo vient sur le plateau ce soir d'LCI. Il a publié une tribune dans Le Monde très intéressante sur la façon dont le patriarche Kirill fait la chasse aux prêtres qui ne demandent pas en chair plus de sang et qui parlent de paix. Donc, effectivement, je suis d'accord avec Antoine, tous les critères de système sectaire, nature fasciste ou autre, étaient mis en place avant, Anna Politkovskaya l'a dit, et sont renforcés aujourd'hui. Jean-François Colosimo, avec Julien Arnaud et Routel Kreb, sera ce soir à 20h30. Vincent, je voulais dire un mot, on va enchaîner, mais je voulais simplement vous indiquer qu'aujourd'hui, la justice allemande ouvre une enquête parce que lors d'une réunion d'opposants à Berlin, suite à une réunion d'opposants à Berlin, une journaliste et une militante en exil russe se sont trouvées prises de malaise quelques heures plus tard. Alors, quel malaise ? Des engourdissements prononcés, des douleurs aiguës et soudaines. Oui. L'une avait remarqué que la chambre de son hôtel, la porte était légèrement ouverte. Bref, c'est vrai que tout concourt à accréditer cette idée que de la surveillance, de l'intimidation et du poison. Et d'ailleurs, l'une des deux, qui assistait donc à cette réunion d'opposants à Berlin, a été traitée et soignée dans l'hôpital de la Charité berlinois, qui est celui qui avait traité Navalny lui-même. À propos de Navalny, pour simplement signifier la persistance du phénomène, son entourage et ses avocats nous ont alertés à la mi-avril. Il aurait perdu 8 kilos en 2 semaines et il redoute un nouvel empoisonnement dans la colonie pénitentiaire IK6 à Melikovo, à 250 km, je crois, à peu près de Moscou. Il redoute un nouvel empoisonnement à petit feu via
la nourriture qui lui est servie dans cette prison à régime sévère. Très vite, Antoine, et on enchaîne. Natalia Arnaud, elle parle d'un parfum qu'elle a senti en rentrant dans son hôtel après que la porte ait été entrouverte. Et c'est pas n'importe qui, c'est la présidente de la Free Russia Foundation aux États-Unis qui soutient tous les opposants russes, à commencer par Khodorkovsky et d'autres. Donc le fait qu'elle ait été ciblée de cette façon, alors qu'elle était en parfaite santé, elle est allée dans un hôpital américain et tout de suite on a détecté aussi qu'elle avait été empoisonnée, montre que elle fait peur, l'opposition démocratique russe fait peur à Poutine pour qu'il s'attaque à ses opposants réunis à Berlin il y a 15 jours. Bien.